Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur Negaoctane. Alors avant de laisser la parole à nos participants, juste un petit point technique. Donc ce webinaire est enregistré, un replay sera disponible. Alors vous voyez que vos micros et vos caméras sont coupés, donc on vous invite à poser vos questions dans la partie chat de la plateforme. Donc je vais mettre un petit message pour que vous puissiez identifier où poser vos questions. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, on prendra un petit moment en fin de webinaire pour y répondre. Et puis, si on a trop de questions, qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous fera un retour par mail ensuite. Voilà, je vous laisse la parole à Pénélope pour présenter les intervenants. Bonjour à tous, en effet, je suis Pénélope, je représente APL Data Center et aujourd'hui, je vais intervenir avec Frédéric Bordage, qui est le fondateur de greenIT.fr, Thomas Ribro et Alison de Syme, qui nous présenteront l'application qu'ils ont développée en se basant sur Negaoctet. Et enfin, Mike Nunes de RTE qui présentera l'étude qu'il a réalisée grâce à Negaoctet. Et je laisse la parole à Frédéric qui va introduire ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Donc, juste un petit rappel sur qui est le consortium Negaoctet. Nous sommes constitués de 4 entités qui sont APL Data Center, LCIE qui appartient au groupe Bureau Veritas, Dès Demain et greenIT.fr. Et donc, tous les 4, nous avons constitué le consortium Negaoctet pour pouvoir produire ensemble la base de données Negaoctet. C'est une longue histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans, puisqu'en fait, nous sommes des partenaires depuis bien avant la création de Negaoctet. Donc, vous pourrez lire en détail quand on vous enverra les slides nos spécificités. Mais l'enjeu de ce matin, c'est de vous présenter la base de données Negaoctet. Donc, on va tout de suite attaquer la présentation. Et ce que je vous propose, avant de vous présenter vraiment le produit, la base Negaoctet, c'est de vous faire un rappel du contexte en 2 slides, très rapidement, pour vous rappeler où on en est concrètement, notamment au niveau du contexte environnemental et surtout du contexte réglementaire. Donc, comme vous l'avez probablement entendu, il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours et qui nous dit qu'en gros, on a 3 ans pour atteindre le pic de nos émissions et qu'on a 8 ans à l'horizon 2030 pour avoir divisé par 2 le volume de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'effort qu'on va devoir mener dans les années à venir pour avoir un monde qui soit viable simplement va être absolument colossal. Et puis pour y parvenir, eh bien forcément, un des enjeux, c'est d'éco-concevoir nos offres et notamment d'éco-concevoir nos systèmes d'information, nos services numériques et tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Les pouvoirs publics aujourd'hui sont de plus en plus conscients de cette contrainte et du fait que l'éco-conception est un formidable outil pour réduire de façon très significative nos émissions de gaz à effet de serre et tous les impacts environnementaux plus généraux associés au numérique. Et donc, on a déjà un cadre au niveau européen que je détaillerai dans le slide d'après, qui est le Product Environmental Footprint, qui permet d'évaluer de façon homogène partout en Europe, qui permet d'évaluer des impacts environnementaux, avec en plus un certain nombre de compléments qui ont été apportés par l'ADEME au niveau des Product Category Rules, que je détaillerai juste après dans le slide suivant. Et donc, les 2 autres dimensions intéressantes et importantes à prendre en considération sur la dimension juridique, réglementaire dans le contexte, eh bien, c'est qu'on a de plus en plus de lois en France qui intègrent cette problématique du numérique. Par exemple, dans la loi de climat avec l'article 2, par exemple, dans la loi AGEC avec l'article 13 et bien d'autres articles. Et puis, on a carrément voté une loi le 25 novembre dernier, la loi Rennes, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui est directement dédiée à cette problématique-là. Donc, on sent que la pression réglementaire augmente fortement pour les acteurs économiques, mais aussi les collectivités territoriales, par exemple, en France. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est l'article 2 de la loi Rennes, de la loi climat, où on voit aussi apparaître l'affichage environnemental pour tous, qui va se traduire finalement à l'horizon 2025 par l'obligation d'afficher, ça commencera en 2025, l'obligation d'afficher l'équivalent d'un Nutri-Score pour nos produits et nos services numériques,
Sauf qu'au lieu que ça soit des lipides, des protides et des glucides, on aura du gaz à effet de serre, de la matière première et puis de l'eau, par exemple. Et donc tout ça va arriver. Donc si on passe au slide suivant, pour vous rappeler un petit peu quel est le cadre aujourd'hui officiel en Europe pour quantifier des impacts environnementaux, eh bien, le dispositif européen officiel, c'est celui qu'on appelle le PEF, pour Product Environmental Footprint. Ce dispositif est lui-même spécialisé avec des PCR, des Product Category Rules, qui sont finalement des recettes qui nous disent comment on va réaliser une analyse du cycle de vie, concrètement, pour quantifier des impacts environnementaux tous de la même façon. Et donc, en plus de ce dispositif officiel, qui est celui que tout le monde est censé utiliser en Europe pour quantifier des impacts, on a un deuxième dispositif on a d'autres dispositifs qui complètent le PEF, qui sont les PCR, qui ont été mis au point par l'ADEME ou qui sont en cours de mise au point par l'ADEME sur les services numériques, la fourniture d'accès Internet, cloud et data center, et puis réseau, téléphonie d'entreprise. Et donc, vous avez aujourd'hui à votre disposition tous les outils dans votre boîte à outils pour effectuer, selon le cadre officiel, des évaluations d'impact environnementaux. Il ne manquait finalement qu'une seule brique à ce dispositif qui était les données pour réaliser les ACV, donc ce qu'on appelle les facteurs d'impact qui vont vous être présentés par Pénélope dans la suite de la présentation. Donc l'enjeu, c'est qu'on a déjà un cadre, pour résumer, on a un cadre réglementaire qui est de plus en plus dur, on a un cadre technique, le PEF, qui s'affiche sur ce slide, qui est déjà en vigueur depuis un certain nombre d'années sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, avec ce qu'on va vous présenter ce matin, les données, les facteurs d'impact de la base de données NegaOctet, bien vous avez maintenant une boîte à outils complète pour pouvoir évaluer en étant vraiment à l'état de l'art mondial, pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux de vos systèmes d'information, de vos produits, de vos services numériques, et donc de le faire sans crainte d'être à côté des clous par rapport aux exigences qui vont arriver d'un point de vue réglementaire. Et je pense que c'est un point vraiment important, le fait que quand vous rentrez dans le dispositif NegaOctet, vous rentrez dans un dispositif officiel, à l'état de l'art mondial, qui respecte l'ensemble des réglementations européennes. Je passe donc la parole à Pénélope. Merci Frédéric. Oui, aujourd'hui, on souhaitait parler concrètement de NegaOctet et pourquoi on doit l'utiliser, comment on peut l'utiliser. Et avant de rentrer un peu dans le détail de ce que tu viens d'expliquer, je vais rappeler un petit peu aujourd'hui pourquoi on peut utiliser NegaOctet. NegaOctet, en fait, ça peut être le socle d'une démarche RSE, d'une politique numérique responsable en entreprise, puisque pour savoir où on va, pour savoir où on en est, on a besoin de mesurer ses impacts. Et on sait très bien, en tant qu'acteur du numérique, que calculer l'impact environnemental d'un service numérique, d'un système d'information, on a besoin de l'ensemble des données qui constituent un service numérique, un système d'information. Et grâce à NegaOctet, et on va regarder tout à l'heure comment il a été constitué, quelles données on y retrouve, vous allez voir que on peut vraiment calculer faire des études environnementales sur l'ensemble de ce que constitue un service numérique ou un système d'information. NegaOctet, on va aussi s'en servir pour faire des études d'impact environnemental, comme je le disais, sur un service numérique qu'on peut retrouver en entreprise, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de ce service numérique, mais aussi en y ajoutant des facteurs d'impact. NegaOctet, ça va permettre aussi de piloter sa politique numérique responsable, puisqu'on va mesurer, on va définir des indicateurs et après on va pouvoir les suivre dans le temps. Et ça, NegaOctet va nous permettre de suivre cette politique. Et enfin, comme le disait Frédéric, NegaOctet, ça va être aussi un outil pour faire de la communication, pour faire de l'affichage environnemental sur son application, sur son service et pouvoir proposer des nouvelles offres à ses clients. Alors, si on va un peu plus concrètement dans comment est constituée la base de données, elle est constituée de plus de 1500 assets. Un asset dans NegaOctet, c'est un équipement ou ce qui le compose, ses composants ou les semi-conducteurs. Et
il y a également des configurateurs qui vous permettent de recréer un équipement qui ne serait pas présent dans la base. Et grâce à ces 1500 assets, vous pouvez recréer votre service numérique en allant reprendre tout ce qui constitue le service numérique, depuis la partie réseau, infrastructure, les équipements ou enfin les équipements. On s'est basé sur l'analyse de cycle de vie pour que chaque cycle d'un équipement soit pris en compte. Donc, pas seulement la partie utilisation, mais aussi bien la partie extraction des matières, fabrication, distribution et fin de vie. Et pourquoi on fait ça? Parce que, par exemple, sur un terminal, ce qui est le plus important, ce qui est le plus impactant, c'est la partie fabrication. Donc, si on reste seulement sur la partie utilisation, on met de côté certains impacts sur l'environnement. Également, Negaoctet, c'est plus de 10 impacts environnementaux. Alors, dans une démarche globale environnementale, c'est intéressant de travailler sur la partie changement climatique, sur le CO2, mais c'est intéressant d'aller au-delà et de proposer différents indicateurs environnementaux plutôt que de n'en avoir qu'un pour avoir, comme je disais, cette démarche globale. Je vous le disais, pour Negaoctet est composé de l'ensemble des données qui constituent un service numérique, et ça fonctionne un petit peu comme une poupée russe. Pour comprendre ce slide, il faut comprendre que la donnée de niveau 4, le service numérique, elle est composée de tous les niveaux précédents. Et donc, c'est vraiment ce système qui permet d'avoir l'ensemble des données qui constituent un système d'information ou un service numérique. Donc, vous voyez, on part du semi-conducteur. On a aussi indiqué les composants d'un équipement, d'un serveur, enfin de tous les équipements qu'on retrouve dans l'IT. Également toute la partie, tout ce qui constitue un système, un hébergement ou une infrastructure. Et enfin, ça permet d'avoir des informations sur le service numérique. Dans Negaoctet, vous allez retrouver des configurateurs. Donc, c'est des éléments qui vous permettent de créer un service numérique. Donc, il y a déjà des configurateurs avec des services disponibles, mais vous pouvez aussi recréer en allant chercher chaque donnée dans chaque niveau pour aller créer votre propre service numérique. Et c'est pour ça que dans le slide précédent, on a indiqué qu'il y avait 15 000 données. C'est vraiment ces 1500 assets multipliés par les 10 indicateurs qui permettent de constituer cette base de données. Et quel que soit le niveau de connaissance que vous avez sur votre système, vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous savez comment sont composés vos équipements numériques, à ce moment-là, vous pouvez les recréer dans Negaoctet. Par contre, si vous n'avez pas cette information, vous pouvez utiliser directement une donnée équipement ou terminal. Et comment on arrive à avoir ces 1500 données? C'est parce que la base de données, elle a été construite un petit peu comme le figure ce slide, c'est-à-dire d'abord on a modélisé la fabrication des semi-conducteurs, puis on a démonté des équipements, on a pesé chaque composant et on les a remodélisés dans des outils d'analyse de cycle de vie pour recréer, pour mettre des impacts environnementaux sur chaque élément que constitue un équipement. Et après, on a pu recréer dans l'outil des équipements et des services numériques. Donc, on revoit un petit peu ce qu'on voyait dans le slide précédent, les 4 niveaux de données. Et donc, je le rappelle avec ce système de poupée russe où la donnée de niveau 4, elle est bien constituée des données de niveau 3, les données de niveau 2 et les données de niveau 1. Et donc, pour conclure un petit peu sur Negaoctet, si on doit retenir 3 choses aujourd'hui sur la qualité des données, les données d'entrée sont homogènes. Il y a eu le même traitement, quel que soit l'équipement, quel que soit le composant qui est dans l'outil. Les données ont été revues par des tiers, donc elles sont robustes, comme le disait Frédéric, enfin voilà, c'est un outil unique au monde et qui a fait l'objet de revues critiques. Et les données, enfin,
s'il y a une granularité adaptée à votre niveau de connaissance, hein, comme je disais tout à l'heure, quel que soit votre niveau de connaissance du système d'information, vous pouvez utiliser les données. Et on a choisi cette approche multicritère, donc plus de 10 impacts environnementaux, et de travailler sur l'ensemble du cycle de vie des équipements pour vraiment prendre en compte la phase fabrication, utilisation, distribution et fin de vie, et ne pas être que sur la partie utilisation et fin de vie, ou la partie utilisation et fabrication. Et maintenant, pour vous montrer concrètement comment on peut utiliser NegaOctet dans une étude d'impact environnemental, je vais vous montrer un calculateur. Alors, c'est un simple calculateur qui est réalisé et qui permettrait de calculer l'impact environnemental d'un système d'information d'une entreprise lambda. Hein, le système d'information, il est composé de terminaux. Donc là, vous voyez les éléments que constitue le système d'information, sa partie réseau, avec les différents éléments que constitue sa partie réseau, la partie cloud, la partie data center avec ce qu'on va retrouver. On a modélisé un data center avec l'infrastructure IT, et puis des éléments complémentaires. Ça, c'est un calculateur. On va d'abord prendre des données d'entrée, essayer de connaître la durée de vie des équipements, le nombre, la quantité d'équipements, etc., le nombre de collaborateurs. Et on va lui appliquer des facteurs d'allocation et aller ajouter pour chaque équipement, donc là, la partie terminale par exemple, les données de NegaOctet. Et comme je le disais tout à l'heure, les données de NegaOctet, elles sont sur le total du cycle de vie, et on reprend bien toutes les phases que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la phase fabrication. Donc là, vous voyez les données qui défilent, la phase distribution, hop, la phase utilisation et enfin la phase fin de vie. Et pour chaque élément qui constitue ce système d'information de cette entreprise, on retrouve les 10 facteurs d'impact que je citais sur l'ensemble des cycles de vie. Et ça permet d'avoir des résultats. Alors, il y a toute une phase calcul sur laquelle on va ajouter les facteurs d'allocation. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais si besoin, on pourra rentrer dans le détail ultérieurement. Mais l'idée, après, des résultats, c'est d'avoir la répartition des impacts sur chaque phase du cycle de vie, mais aussi de présenter des résultats vulgarisés par collaborateur, par exemple, l'impact environnemental du système d'information par collaborateur. On peut aussi avoir des résultats en fonction d'un indicateur étudié sur un élément qui compose le système d'information de cette entreprise. Bon, après, les résultats, c'est en fonction de l'objectif qu'on se fixe et quelle analyse on peut pousser. Mais voilà, on voulait vous montrer concrètement une application de l'utilisation de NegaOctet. Et donc, j'en ai terminé avec ma partie et je vais laisser la parole à Saïm, avec Alison et Thomas, qui ont utilisé NegaOctet dans le cadre de leurs travaux. Et je laisse la parole à Alison. Oui, bonjour, donc Alison Reber, je suis en charge de la communication et du marketing chez Saïm. Et avant de passer la parole à Thomas, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de comment on en est venu à s'intéresser à la frugalité numérique dans le domaine de la photographie et comment on a utilisé NegaOctet pour soutenir cette démarche. Donc déjà, nous, on est parti d'un constat, le fait que 1200 milliards de photos sont prises chaque année, que 24 millions d'appareils photos sont produits chaque année. Et à cela s'ajoutent les 500 millions de contenus visuels qui sont partagés chaque jour entre Facebook et Instagram. Donc on voit que le sujet de la photo, c'est un sujet vibrant. Et pourtant, on la considère, la photo numérique, comme immatérielle, légère, sans trace. On ne se rend pas compte toujours que ça implique des serveurs, des matériaux pour fabriquer tous les appareils, smartphones, appareils photo dont on a besoin pour les prendre. Et notre ambition chez Saïm, c'est d'aider les photographes pros et amateurs dans un premier temps, puis le grand public à sortir de cette boulimie photographique
y voir clair dans les photos que l'on a disséminées un peu partout sur nos disques durs, dans le cloud, dans diverses applications, et ne plus être des pollueurs numériques qui s'ignorent. Et c'est pour ça, dans la slide suivante, qu'on s'est basé sur nos croyances d'abord, celle du less is more, le fait que la frugalité nous permet de mieux profiter de ce qu'on a et de ce à quoi on tient, y compris donc parmi toutes nos photos, et qu'une démarche de désencombrement est vertueuse, aussi bien pour la planète, mais aussi pour l'estime de soi, parce que quand on est enseveli sous nos photos, qu'on ne retrouve pas le souvenir qu'on veut, on est plus dominé par la technologie que l'inverse. Et donc, on a développé une solution pour voilà, s'y retrouver dans la multiplicité de ces disques de stockage, pour ne pas avoir que des sauvegardes dégradées dans le cloud, pour avoir une visualisation de ces photos et une recherche centralisée, une vision de l'état des sauvegardes, des résolutions importantes pour les photos qui tiennent. Donc, dans la slide suivante, on vous présente la solution que nous développons, Picto, qui est une plateforme unique de visualisation et d'analyse de bases de photos, donc qui permet d'accéder à toutes ces photos sans les dupliquer, qui permet d'explorer et de trier les différentes versions d'une photo pour, à terme, permettre de faire le ménage, de garder celles qui nous tiennent vraiment à cœur. Et pour être efficace, cette solution, elle doit s'accompagner d'informations, elle doit s'accompagner d'une prise de conscience sur l'impact de la photo sur l'environnement. Et pour encourager les photographes à ne plus être des pollueurs numériques qui s'ignorent, on a voulu développer un calculateur de l'empreinte numérique d'un photographe, et ça, on l'a fait grâce aux données de Negaoctay. Et dans la slide suivante, je présente les quelques principes sur lesquels s'appuie ce calculateur. Il s'appuie sur l'équipement, bien sûr, du photographe, sur le nombre de photos qu'il a pris et où est-ce qu'il va les stocker. Et là, je passe la parole à Thomas qui va vous montrer comment on a utilisé les données de Negaoctay pour créer ce calculateur. Oui, merci Alison. Alors effectivement, donc on a travaillé avec le Bureau Veritas et sur cette partie-là, sur la partie calculateur pure, donc pour réaliser le calculateur. Donc je vais passer au slide suivant. Okay. Voilà, donc on avait plusieurs objectifs à atteindre. D'abord, ce qu'on veut, c'est que notre produit puisse atteindre deux objectifs principaux. D'abord, faire prendre conscience que les photos, le cycle de vie de la photo allant donc de la partie stockage, c'est-à-dire au moment où on va les stocker et à la prise de vue. Donc, je prends la photo, je vais la stocker, je vais l'exploiter, je vais la stocker. Ça a un impact. Donc, il faut déjà que les photographes en aient conscience. Et le deuxième objectif, c'est effectivement que quand on va utiliser le logiciel, il faudrait que cet outil, Picto, donc, puisse donner des indices, donner des clés pour que l'utilisateur puisse entreprendre une démarche beaucoup plus frugale et résoudre son problème d'impact environnemental, ou le problème d'impact environnemental. L'avantage, c'est que Picto, effectivement, comme l'a expliqué Alison, c'est un produit qui va pousser l'utilisateur à la frugalité, donc pousser à éliminer des photos pour avoir les meilleures photos à la fin. Et finalement, en diminuant ces photos pour son confort personnel, il va pouvoir avoir un impact directement sur le stockage, sur l'élimination des photos qui ne devraient pas être stockées dans des clouds, dans des disques durs et tout ça, et donc finalement réduire son impact environnemental. Photo suivante, s'il vous plaît. Donc, la façon dont on a procédé, c'est que d'abord, on a schématisé tout le processus de SIME. Donc, il faut quand même savoir que SIME, c'est du B2C. Picto, c'est du B2C, c'est pas du B2B. Donc, on a quand même on avait une petite particularité qu'il a fallu résoudre. C'est-à-dire que quand on a fait on a défini nos données, on a défini des données globalisantes pour SIME, pour tous nos clients. Mais donc, on a fait une sorte de simulateur qui nous a permis de simuler en fonction du nombre de personnes, en fonction de l'utilisation de chacun des individus, de simuler l'impact sur la partie consommation énergétique, consommation des serveurs, consommation en termes de matériel. Donc finalement, si on reprend tout à l'heure ce qui a été dit sur ce que Pénélope a décrit sur la partie simulateur, sur la partie calculateur, c'est en fait les données en entrée. Donc ça, c'est les données qu'on a fournies à Negaoctay et Bureau Veritas. Slide suivante. À partir de là, Negaoctay et Bureau Veritas nous ont généré un calculateur qui ressemble vraiment à celui qu'on a vu tout à l'heure, le calculateur que Pénélope a présenté. Dans ce calculateur, il y avait beaucoup de données. On va y retrouver beaucoup d'informations sur les différentes
sur la répartition des impacts, sur les facteurs d'impact par rapport, par exemple, à la consommation en eau, la consommation en matière abiotique, la consommation d'énergie et la partie équivalence CO2 sur, par exemple, sur les serveurs, sur tout ce qu'il y a. La difficulté, c'est que c'est mondialisé déjà, donc on est quand même sur une partie mondialisée. Donc au niveau de challenge, c'était pas évident parce que la mondialisation de l'infrastructure, par exemple un utilisateur aujourd'hui qui a des photos en France, s'il les stocke sur un cloud aux États-Unis, il va y avoir un impact sur toute la chaîne, ne serait-ce que le stockage dans le cloud. Et donc ça déjà, ça c'est quelque chose qui était vraiment difficile à estimer en termes de consommation de ressources. Et donc c'est pour ça que cette espèce de tableau qui a été fait, ce calculateur, il était très très important pour nous de le faire sous-traiter, mais en même temps, il était assez difficile à lire à la fin, même si c'était pour nous assez pratique et assez utilisable. Pour un utilisateur lambda et pour pouvoir le proposer à nos clients qui sont, je rappelle, en B2C, ce sont les photographes, c'était pas exploitable comme ça. Donc on en a extrait des données, et on en a fait un calculateur, un simulateur. On a transformé ce calculateur en simulateur, c'est le suivant, que l'on a mis sur notre site. Et ce simulateur, en fait, ça permet à n'importe quel photographe de pouvoir venir l'utiliser, l'exploiter. Et donc, il va pouvoir choisir son type de profil. J'ai mis en haut les différentes étapes. Et ça, en fait, ça va représenter, on va essayer là-dedans de globaliser en une seule page toutes les étapes du cycle de vie, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a les devices, donc la fabrication des devices, on la voit en haut au milieu. Il va y avoir pas mal de... En fait, on va pouvoir simuler, c'est-à-dire que l'utilisateur, sans vraiment le savoir, il va juste répondre à des questions. Et en répondant à ces questions, ça va venir définir les étapes du cycle de vie de la photo, de la partie prise de vue avec les devices jusqu'à la partie stockage. Et à la fin, on va lui donner un bilan, on va lui fournir un bilan, ce qu'on voit en dernière ligne. Ce bilan, c'est le bilan dans toutes les ressources et il va pouvoir agir sur des variables, agir sur des paramètres pour voir comment il peut le réduire. Ça, c'est une première étape du simulateur. Ce simulateur, il est pour l'instant très simplifié. Il est pour l'instant juste là pour donner une estimation de l'impact du comportement utilisateur par rapport à ces photos. Mais le but, c'est que ça, on le ramène maintenant dans le produit, dans Picto, et qu'on fasse en sorte que dans Picto, il y ait des petits hints, des petits indices qui poussent l'utilisateur à aller beaucoup, beaucoup plus loin et à dire, bah voilà, si vous faites ci, si vous changez tel matériel, si vous changez tel disque, si au lieu d'utiliser tel cloud, si vous en utilisez un autre, vous pourriez avoir un meilleur impact environnemental, vous pourriez réduire votre impact environnemental. Et donc, c'est le but final du produit et c'est la destinée de ce qu'on veut faire. Voilà. Je vais prendre la main. Bonjour à tous pour le cas d'étude, l'étude côté RTE, le réseau de transport d'électricité. Alors nous, on a des enjeux très importants de numérisation du réseau électrique, hein, puisque pour notamment en particulier accélérer l'insertion des énergies renouvelables dans le mix électrique français et donc accélérer la transition énergétique. Et on a aussi du coup lancé en 2016 d'abord à la R&D de RTE une démarche éco-conception, puis en 2017 la démarche est passée à l'échelle de toute l'entreprise. Donc ça fait maintenant presque 5 ans. L'objectif c'était vraiment on se préoccupait déjà de l'environnement, mais d'avoir une vision plus globale et d'aller vers d'être plus efficace encore en matière de performance environnementale, avec évidemment donc l'approche cycle de vie, le multi-critère et le multi-étape, avec sur la droite là un cycle de vie typique spécifique du réseau RTE, et puis sans oublier aussi le sursystème, donc pour nous le système électrique complet français, qui est aussi interconnecté avec nos voisins européens. Et puis évidemment, quand on parle d'éco-conception, pour être le plus efficace possible et réduire les impacts, intégrer en fait dans toutes nos activités, dans tous les métiers et au plus tôt dans chaque processus décisionnel de nos projets, c'est cette analyse multicritère environnementale. Pour nous, c'était aussi important de mettre en avant le fait depuis le début, depuis 5 ans, que ça permet, dans la grande majorité des cas, de faire des économies. Voilà, en euros concrètement, en termes de coûts, puisque la finalité de l'éco-conception comme de l'économie circulaire, c'est de réduire les flux de matière et d'énergie.
Donc aujourd'hui encore plus que par le passé, mais je pense que ça va continuer aussi sur le moyen long terme. Donc on économise de l'argent, on est plus performant sur la chaîne de valeur, ça fait le lien aussi avec la loi sur le devoir de vigilance sur toute la chaîne, les chaînes d'approvisionnement. Et puis évidemment ces facteurs d'innovation, puisque on va poser des questions différentes de ce qu'on fait d'habitude, par exemple à nos collègues experts techniques et économiques. On va faire des choses différentes avec eux, et donc on se pose d'autres questions, on va éco-innover. Voilà, donc c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir profiter de l'expérimentation NegaOctet en 2019 pour tester à la fois la base de données spécifique au service numérique, le référentiel qu'il y a derrière et les méthodes pour appliquer tout ça à un projet qu'on appelle un dispositif qu'on appelle DLR chez RTE pour Dynamic Line Rating. C'est pas très important, mais en fait, à quoi servent ces capteurs? Ce sont des capteurs DLR qu'on met depuis plusieurs années, de plus en plus, on les installe sur nos lignes électriques à haute tension. Et donc, concrètement, on l'a fait, on a étudié ça sur deux cas. Le premier cas sur une ligne 400 000 volts d'Avel Realtor. Donc ça, c'est situé dans le sud-est de la France. Concrètement, on met des capteurs sur des lignes électriques à haute tension. Ces capteurs, en fonction des conditions météorologiques et notamment du vent, du fait qu'il y ait plus ou moins de vent, on va pouvoir maximiser à certains moments le transit électrique qui passe dans la ligne à haute tension. Et donc, ça permet, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on avait estimé, d'éviter de faire appel dans le sud-est à des centrales électriques qui fonctionnent avec du gaz en cycle combiné gaz, et donc d'éviter les impacts associés. Donc pour presque 3000 MWh sur l'année. Et puis le cas numéro 2, c'est souvent pour ça qu'on utilise ces capteurs DLR, c'est pour valoriser davantage la production d'éoliennes terrestres sur le réseau électrique. Et si on n'avait pas ça, si on ne pouvait pas parfois maximiser le transit pareil dans les lignes électriques, on est obligé de décréter, c'est-à-dire de supprimer, de perdre en fait une partie de la production éolienne à certains moments dans l'année. Donc juste pour pas passer trop de temps là-dessus, en bas vous avez le schéma, le périmètre en fait de ce qui a été pris en compte dans l'étude. Donc on a vraiment les capteurs qui sont installés sur les lignes, on a de l'information par rapport à la météo et au vent qui remonte via du réseau 3G principalement vers les data centers de notre unique fournisseur qui est situé en Belgique, donc avec des data centers qui sont en Belgique. Il y a aussi un protocole de communication, les informations remontent vers nos centres d'exploitation côté RTE pour l'exploitation du réseau et de l'équilibre production-consommation. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Et puis tout ça, ça permet donc d'éviter des impacts. C'est ça qu'on voulait aussi mesurer. Je vous montrerai juste après les impacts à la fois négatifs de ce dispositif numérique, ce service numérique, et puis les impacts, on va dire, positifs ou évités par ce service aussi. Donc on voulait vraiment calculer, quantifier de la manière la plus précise possible la balance environnementale entre les deux. On peut passer à la suite. Voilà, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais là c'est un peu une revue de l'inventaire du cycle de vie pour les deux cas d'études. Donc on a des baies, des serveurs, des switches, des routeurs. On a évidemment les capteurs qui sont installés sur les deux lignes pour les deux cas d'études, 5 d'un côté et 13 de l'autre. On a des terminaux de consultation, côté centre exploitation RTE, donc principalement avec des ordinateurs, des écrans. Et puis aussi, on avait pris en compte dans la modélisation la phase d'installation des capteurs avec des nacelles qui consomment du diesel. Et on va voir juste après sur les résultats que c'est pas négligeable. Voilà, donc là vous avez sur ce slide les impacts environnementaux négatifs de ce service numérique complet. On voit que les 3-4 principales sources d'impact sont la fabrication des capteurs avec pas mal d'aluminium et une petite partie carte électronique.
la fabrication des équipements du data center qui est situé en Belgique chez notre fournisseur, et puis la phase d'installation, j'en parlais. Vous avez l'empreinte carbone brute, du coup on est autour d'une tonne de CO2 équivalent ou un peu moins pour le cas numéro 2. Et puis on avait fait pas mal, c'est ça qui était intéressant aussi, d'analyse de sensibilité, de variantes. Vous voyez sur le dernier point là, avec principalement trois pistes d'éco-conception vraiment intéressantes, notamment la consommation de la nacelle pour l'installation, la durée de vie, ou alors le fait de reconcevoir le capteur DLR pour qu'il soit plus léger, notamment avec de l'aluminium recyclé. Et tout ça en combiné, ça permettait de potentiellement réduire de 50% environ les gaz à effet de serre et de 50 à 80% les impacts de type pollution sur les indicateurs de pollution. Donc ça, c'est pour voilà, les impacts négatifs d'un côté. Et puis sur le slide suivant, on a les impacts évités. Alors ça dépend des indicateurs ACV, mais si on fait un focus sur l'indicateur changement climatique, qui est quand même le plus connu, le plus robuste aussi, on a pour le cas numéro 1 une balance environnementale qui est très largement positive, hein, par rapport aux impacts évités, le fait de ne pas solliciter des centrales électriques qui fonctionnent au gaz fossile. Donc on a un facteur de 1500 pour le cas numéro 1 et de 450 environ pour le cas numéro 2. Voilà, donc c'est très positif. Ça dépend quand même. Alors il y avait une variante sur le cas numéro 2 où là, si on remplace de la production hydraulique, les barrages par de l'éolien, bah là, y compris sur le climat, la balance est plutôt négative puisque le facteur carbone de l'hydraulique est inférieur à celui de l'éolien. Bon voilà, c'était aussi intéressant de pouvoir faire une variante là-dessus. Je pense qu'on peut passer à la conclusion générale. Donc clairement, par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, l'étude elle confirme le fort intérêt de ce service numérique, ce dispositif DLR pour nous, d'un point de vue environnemental, à la condition que ça permet bien quand on exploite le réseau, le système électrique, de remplacer des moyens de production fossiles, principalement gaz, par des moyens de production bas carbone, on l'a vu. C'était intéressant aussi de pouvoir échanger avec notre fournisseur, unique fournisseur sur la partie collecte des données, sachant que pendant l'étude, ils avaient déjà commencé à éco-concevoir leur capteur, notamment en réduisant la masse d'aluminium et puis la partie carte électronique. Donc ça, c'était déjà avancé et intéressant. L'étude vérifiée aussi par Bureau Veritas, ça rend les résultats et les conclusions aussi plus robustes. Et puis surtout, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que nous on souhaitait utiliser vraiment les données les plus spécifiques possibles au service numérique avec donc NegaOctet, plutôt que d'utiliser la base générique EcoInvent qui est associée au logiciel ACV CIMAPRO que nous on utilise beaucoup. Enfin, on a une licence CIMAPRO et on a fait plusieurs ACV génériques sur des infrastructures de réseau, hein, que ce soit des postes électriques, des lignes aériennes, des liaisons souterraines, etc. Et on continue à en faire avec CIMAPRO et EcoInvent. Mais clairement, la base EcoInvent, si on l'avait utilisée pour faire cette étude, on aurait eu beaucoup moins de données et de matériel spécifique au numérique. Donc c'était tout l'intérêt de cette étude avec NegaOctet. Et très bien, merci Mike. Et je vais laisser, je vais laisser Fred conclure notre présentation de ce matin. Super, mais si on peut passer. Donc, comme vous l'avez vu, le contexte en fait environnemental se dégrade, donc il y a une urgence à agir. Le contexte réglementaire se traduit par de plus en plus de pression pour tous les acteurs, économiques ou pas, concrètement. On a aujourd'hui un dispositif global avec PEF, PCR, etc., qui permet globalement donc d'évaluer des impacts environnementaux pour les réduire dans le domaine du numérique. Et il manquait finalement une base de données de facteurs d'impact qui permettent de le faire. Il n'y a pas d'autres bases de données de facteurs d'impact dans le monde qui ressemblent à NegaOctet, il faut le dire clairement, et qui permettent donc en plug and play
ou clé en main de faire les analyses qu'on vient de voir avec les 2 retours d'expérience, que ça soit RTE ou que ça soit SIME. Donc l'enjeu en fait pour vous, si vous souhaitez recourir aux facteurs d'impact, donc à la base de données mégaoctets, c'est de pouvoir gagner du temps par rapport à la pression réglementaire, aux contraintes réglementaires qui vont arriver à l'horizon de 2 ou 3 ans, une fois que les expérimentations sectorielles volontaires de l'article 2 de la loi climat seront achevées, eh bien très probablement, enfin en tout cas c'est à chaque fois comme ça que ça se passe, l'affichage environnemental pour tous sera généralisé et deviendra une contrainte. Et donc à ce moment-là, eh bien, il faudra que vous soyez apte à communiquer sur le profil environnemental de vos produits, de vos services numériques, que ça soit mabanquenligne.com ou que ça soit aussi, on le voit avec l'article 35 de la loi Rennes, des exigences qui vont être demandées aux collectivités territoriales, par exemple aux communes de plus de 50 000 habitants, de fournir un bilan environnemental. Et en toute logique, l'État français demandera, et puis l'Europe ensuite, demanderont aux acteurs de s'appuyer sur un socle qui soit un socle officiel, donc ça sera PEF, PCR, analyse du cycle de vie. Il faudra donc aussi que les données que vous utilisez, les facteurs d'impact pour modéliser vos impacts, s'appuient respectent ces contraintes. Et donc aujourd'hui, la seule base qui existe et qui respecte ces contraintes, eh bien c'est Negaoctet, concrètement. Et donc globalement, il y a un enjeu pour vous à accéder à ces données pour gagner du temps. Le deuxième enjeu, c'est de mutualiser le coût, c'est-à-dire que si vous aviez à recréer la base de données Negaoctet pour pouvoir mener les expérimentations telles que celles de SIME ou de RTE, eh bien, il vous faudrait à peu près 3 ans pour reconstituer les 1500 assets qu'il y a dans la base de données en respectant la réglementation qui sera bientôt une contrainte concrètement. Et donc, il y a 2 avantages à utiliser la base de données Negaoctet, c'est gagner du temps, mais aussi gagner de l'argent en mutualisant le coût de création des données et le coût de maintenance en fait de ces données globalement. Et évidemment, l'enjeu, c'est de faire de cette contrainte réglementaire une opportunité et de cette contrainte environnementale une opportunité pour modifier, donc éco-concevoir nos offres de produits et de services numériques afin de répondre à la demande de nos parties prenantes qui est de construire un monde plus enviable pour nos enfants. L'objectif final, c'est ça. Et donc, on espère avec Negaoctet y contribuer. Et donc, le dernier message, en conclusion, c'est que les utilisateurs de la base de données Negaoctet en deviendront propriétaires à l'échéance de 3 ans. Et donc, vous serez, si vous accédez à ces données, si vous les achetez, vous serez copropriétaire et vous pourrez présider à la destinée de cette base de données d'ici à peu près 2 ou 3 ans, le temps que tout le dispositif soit mis en place et qu'on transfère la propriété intellectuelle à vous, c'est-à-dire les utilisateurs de Negaoctet. Donc nous, on s'inscrit dans une démarche de commun avec l'enjeu pour nous de faire de Negaoctet la base de données de référence, ce qui est déjà le cas, mais surtout d'en faire un bien commun que vous puissiez à terme, dont vous puissiez à terme en fait présider la destinée, quoi, concrètement. Voilà pour conclure cette présentation. On a un peu de temps pour les questions. Et donc, on va prendre quelques questions. Je propose de passer sur ce slide, ou de le laisser en tout cas, et puis de le laisser pour que les personnes puissent le lire, et puis de commencer à répondre à des questions s'il y en a. Alors, on a beaucoup de questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Je vous propose d'en faire quelques-unes, et puis sinon, on répondra par mail par la suite. La première question, c'est le PCR Cloud et Data Center est-il accessible à ce jour? Sinon, avez-vous une idée de l'échéance? Le PCR Cloud, il n'est pas fini, il est en cours de travail. Et alors sur l'échéance, je pense que Pénélope doit maîtriser mieux que moi l'échéance. Non, je préfère être honnête, pardon. Mais c'est une information que je peux avoir très facilement et que je pourrais donner. Désolée, Fred. En tout état de cause, ça sera d'ici la fin de l'année, très probablement, ou en début d'année prochaine maximum. Ok, deuxième question. Est-ce qu'une feuille de route a été établie pour le développement de PCR additionnels, notamment pour les sites web? Alors, il n'y a pas encore de PCR site web. Alors, comment ça fonctionne les PCR, c'est donc une recette, et tout le monde s'assoit autour de la table, donc tous les concurrents s'assoient autour de la table et se mettent d'accord pour dire on va au moins mesurer, évaluer de la même façon
et après que le meilleur gagne, hein. Mais on se met d'accord sur une recette. Et donc, il suffit qu'un acteur qui ait les compétences, hein, pour écrire un PCR, le définir, etc. Donc, il faut être assez expert en ACV quand même, hein, pour le faire. Il faut qu'un acteur expert en ACV ou une coalition, hein, un acteur économique et un acteur expert en ACV s'additionnent et puis propose ensuite à l'autorité de tutelle qui est l'ADEME la mise au point de ce PCR concrètement. Ce que je vous conseille, c'est de bien faire la tournée des popotes avant, parce que on s'improvise pas pilote de PCR, quoi, concrètement. C'est vraiment, c'est très pointu en fait comme démarche, mais ça fait sens. Super. Alors ensuite, on a une question sur la mise à disposition des slides. Donc oui, les slides vous seront envoyés à l'issue du webinaire avec un lien vers le replay, comme ça vous aurez toutes les informations. Question suivante, en quoi consistent les 25 configurateurs? Alors sur les configurateurs, il aurait été complètement crétin et idiot de produire 5000 lignes avec toutes les configurations possibles pour les ordinateurs portables. Je veux dire, ça fait pas sens concrètement. Et donc, on a 25 configurateurs qui vont couvrir, par exemple, les ordinateurs portables, par exemple, les serveurs, par exemple, les switches, etc. Je vais pas faire la liste des 25. On pourra vous l'envoyer si c'est nécessaire. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans la base NegaOctet, les 1500 lignes d'inventaire que vous avez, elles sont les plus couvrantes possibles, mais de toute façon, on ne peut pas couvrir tous les modèles. Et qu'ensuite, avec les configurateurs, eh bien, vous pouvez créer par vous-même des configurations qui sont propres à, par exemple, les postes de travail que vous avez dans votre système d'information ou les serveurs que vous utilisez pour votre service numérique. Donc, normalement, on couvre 100% des besoins. Alors, je parcours les questions en même temps, Frédéric. On a une question, le calculateur ici est-il en accès libre? Le calculateur. Et Le sinon, il n'est calculateur pas en que je accès vais... libre. Non. Mhm. Mais de toute façon, L'outil, c'est une démo, donc il manque énormément de choses dedans, en fait. Donc ça fonctionne pas, en fait. C'est une démo. alors ensuite, on a une question pour Saïm. L'outil Picto est-il en accès libre? L'outil Picto est à la prévente depuis ce matin, exactement, enfin hier soir exactement, pour être très très précis. Et il est actuellement disponible en bêta si vous inscrivez sur la bêta. Donc je vous invite vraiment à le faire, newsletter et bêta. Et il sera disponible à partir de la fin du mois, en téléchargement officiel. Alison, j'avais oublié? Et c'est un logiciel payant qui fonctionne avec un abonnement ou à l'achat unique pour les utilisateurs. Ok. Après, pour revenir sur NegaOctet, on a une question. Avec la base NegaOctet, peut-on évaluer les impacts des gros hébergeurs comme Google ou Amazon? Ah bah oui, tout à fait. Si Google et Amazon vous donnent les informations, ce qu'on appelle l'ICV ou l'inventaire, pour faire simple, vous pouvez le faire. Mais je doute que Google et Amazon vous donnent ces informations. Mais oui, si vous avez ces informations, on a des serveurs, on a des baies de stockage, on a des switches, on a tout ce qui va bien dedans pour faire ces calculs. Reste à convaincre Amazon et Google. Est-il possible d'enrichir la base NegaOctet? Tout à fait. On peut enrichir la base de données NegaOctet, donc on peut, nous, le consortium NegaOctet, produire des données spécifiques que vous ne partagez pas avec le reste du monde et que vous gardez pour vous. On peut produire des données spécifiques que vous partagez avec le reste du monde, etc. Comme l'avantage, c'est que c'est la seule base de données de facteurs d'impact qui respecte tous les standards internationaux à l'état de l'art mondial, c'est la seule. Et donc, du coup, produire des données complémentaires, on sait le faire pour un secteur d'activité, on sait le faire pour 2 appareils spécifiques à votre activité, tout en étant compliant avec le reste de la base, sans aucune difficulté. Alors, il faut le faire, c'est tout. Est-ce que cette base de données serait accessible pour une université? Des licences, donc en termes de commercialisation, comme slide, on a différentes licences et on a des licences qui sont taillées, pour le faire simple, en fonction de la taille,
de l'utilisation. Est-ce que j'utilise pour des besoins en interne ou est-ce que j'utilise pour en tant que prestataire, une ESN qui ferait ou un cabinet de conseil qui ferait des calculs pour des clients avec les données Négaoctet, et en fonction du périmètre géographique. Et en fonction de ces 3 paramètres, il y a un coût de licence et des conditions d'utilisation spécifiques. Et nous avons effectivement réfléchi à proposer une licence pour les universités, les acteurs de l'enseignement. Alors, en complément d'une question à laquelle tu as répondu précédemment, Frédéric, quelle sera la fréquence de la mise à jour des données de la base pour s'adapter aux évolutions technologiques? Alors c'est opportuniste, ça dépend des évolutions technologiques, parce que ça coûte très cher, hein. Produire une ligne parmi les 1500, c'est entre 1 et 10 jours de travail. Donc vous imaginez, fois 1500, la quantité de travail. Donc on met à jour les données quand c'est nécessaire. Donc ça dépend des sauts technologiques. Et donc là, je sais pas, la licence, elle est annuelle. La mise à jour, elle va se faire au fil de l'eau en fonction des sauts technologiques. Voilà, en tout état de cause, je pense qu'il faut imaginer une mise à jour profonde tous les 2-3 ans. Au-delà, ça vous coûterait très cher en coût de licence et ça serait pas forcément judicieux parce qu'il n'y aurait pas forcément de saut technologique. Donc ça va être vraiment en fonction des sauts technologiques. Ok. Alors ensuite, Pénélope, on a un certain nombre de questions sur le coût des licences. Donc, est-ce que tu réponds au cas par cas à l'issue du webinaire aux clients ou Oui, c'est le mieux parce que comme disait Fred, ça dépend de différents facteurs. Donc, le mieux, c'est qu'on puisse adresser la fiche contact avec les éléments dont on a besoin et derrière, on fera une proposition personnalisée. Oui. On peut peut-être quand même donner une fourchette, la fourchette min-max, qui est énorme, mais bon, au moins ça donne un ordre de grandeur. Oui, tu veux dire de 7 000 à 50 000 euros en fonction de l'utilisation, si c'est commercial ou juste interne, et si on est une université, un indépendant ou une très grande entreprise. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question? Alors, dans le PCR actuellement, on ne retrouve pas les facteurs d'allocation. Avez-vous prévu de les partager de manière plus précise? Dans le PCR, lequel? Ouais. Les PCR en général? Il faudrait que la question Je sais soit pas si c'est reprécisée. précisé dans la question. Non, c'est pas précisé. Ça, c'est peut-être une question sur laquelle on peut Ouais, donc répondre. du coup, on demande à la personne qui a posé cette question de peut-être la compléter un petit peu, de nous et puis on lui répondra. Je pense que c'est Bon, le mieux comme je pour disais, avoir une on a réponse pertinente. beaucoup de questions. Si on n'a pas pu répondre à toutes, on fera un retour de toute façon par mail plus Ouais. complet en même temps que l'envoi du replay des slides. Mhm. Comme je vois que l'heure tourne, on avait dit 45 minutes, donc il ne faudrait pas qu'on dépasse trop. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on répondra à celles qu'on a peut-être loupées par mail. Très bien. Merci à tous, du coup. Merci Pénélope, Frédéric, Mike pour RTE, Thomas et Alison pour SIME. Merci. Et à bientôt Merci. pour un prochain webinaire. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir.